Pendant l'essor du genre romance fantastique, une jeune femme aux cheveux roses lit un livre dans une prairie idyllique et ensoleillée. Ses yeux bleus sont concentrés et sérieux, alors qu'elle plonge plus profondément dans l'histoire, entourée de marguerites. Avec un doux frémissement, une seule feuille verte tombe sur les pages ouvertes de son livre. Le titre du livre est révélé, La promesse de l'arbre-monde, mettant en scène un homme blond et une femme guerrière rousse. L'histoire raconte un couple héroïque qui a vaincu un tyran et s'est emparé du trône impérial. Et, bien sûr, le conte incluait une bonne dose de romance douce et étincelante, alors que les deux nouveaux souverains s'embrassent. Mais au sein de cette grande histoire se trouvait un personnage secondaire insignifiant, une fille souriante aux cheveux roses en arrière-plan. Ce personnage, nommé Lilith la Noëlla, fut injustement exécuté après avoir été entraînée dans une conspiration politique. La lectrice, maintenant révélée être Lilith elle-même, réalise avec un tremblement horrifié qu'elle a été réincarnée en ce personnage tragique. Refusant l'intrigue typique de la vengeance, elle se souvient de son père la blâmant froidement pour la mort de sa mère lors de l'accouchement. Elle rejette avec véhémence l'idée d'une histoire de regrets familiaux, criant que rien de tout cela n'était la faute de Lilith. Elle rejette également le cliché du « je t'aime » venant d'un protagoniste masculin froid qui ne regrette ses actions que plus tard. Déterminée à vivre librement, elle déclare qu'elle dira adieu au mariage et vivra comme elle l'entend. Laissant une simple note, Lilith remercie sa famille de l'avoir élevée et annonce qu'elle s'en va. À force de travail acharné, elle a poursuivi sa liberté, terminant son diplôme de premier cycle et obtenant sa maîtrise. Elle savoure enfin sa liberté chèrement acquise, mais son moment paisible à boire dans une tasse est sur le point d'être interrompu. Avec un crack saisissant, sa tasse se brise, tandis que quelqu'un appelle désespérément le docteur Noëlla, la suppliant de sauver l'Empire. La crise est révélée, les feuilles sacrées de l'arbre-monde sont toutes devenues jaunes. Le docteur Noëlla, paniqué et désormais en blouse de laboratoire, refuse d'aider, exigeant uniquement l'eau de pluie la plus pure tandis que ses assistants la supplient de tous les sauver. Avec un grincement tendu, elle suggère sarcastiquement qu'ils meurent tous, tandis que son personnel désespéré insiste que seule elle peut sauver l'Empire. D'un pas, elle saisit sa valise, décidant qu'elle en a assez et qu'elle s'en va. Un choc soudain l'arrête, alors qu'elle entre en collision avec la poitrine d'un homme grand et imposant. Elle se tourne nerveusement pour lever les yeux vers l'homme qu'elle a heurté. Un bel homme aux cheveux blancs et aux yeux dorés stupéfiants la regarde avec une moue triste. Elle reste dans un silence stupéfait, se demandant comment les choses en sont arrivées là. La vérité est révélée, l'homme aux cheveux blancs est l'arbre-monde, se plaignant d'avoir soif tout en câlinant une Lilith endormie. De retour à l'arbre, Lilith se tient devant lui tandis que les badauds murmurent entre eux. Elle tend la main et touche une branche, faisant voltiger les feuilles autour d'elle. Alors qu'elle observe une feuille redevenir miraculeusement verte, les badauds halètent d'admiration, la qualifiant de vraie professionnelle. Elle esquisse un sourire suffisant, satisfaite du résultat de son travail. Une voix retentit de l'arbre avec un dadin dramatique, exigeant sans détour qu'elle lui apporte de l'eau. Elle ronge son frein, se plaignant de devoir supporter cet arbre gâté qui la commande toute la journée. Souriant gentiment, elle rappelle à l'arbre assoiffé qu'elle lui a déjà apporté de l'eau toute la nuit. Malgré son sourire forcé, une marque de tic de colère apparaît sur son visage, tandis que l'arbre en demande plus. L'arbre mentionne qu'il pourrait simplement demander à la famille impériale une meilleure solution, ce qui fait tomber l'une de ses feuilles de manière menaçante. Avec un effondrement nauséabond, une pensée la frappe. Si l'arbre-monde se flétrit, elle pourrait aussi. Un profond grondement secoue le sol tandis que la grande demeure se dresse sous un ciel tendu. Alors que le grondement continue, les badauds hurlent que l'arbre-monde se flétrit, le qualifiant de mauvais présage. Sa main commence à trembler alors que la foule paniquée déclare que le monde est au bord de la destruction. Submergée et en pleurs, Lilith cède finalement, promettant d'aller chercher l'eau. L'histoire millénaire de l'Empire a été bâtie sur la bénédiction de l'arbre-monde, avec des familles fondatrices ayant juré de le protéger. L'une de ces familles fondatrices était la maison Noëlla, comme le montre une femme de chambre tenant une bébé Lilith. Pour cette famille, la fille cadette, Lilith la Noëlla, est née dans une scène tragique de perte. Enfant, Lilith fut laissée seule, fixant un froid portrait de ses parents. Elle fut ostracisée et blâmée par son entourage, pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Sa vie tragique s'acheva, alors qu'elle fut pitoyablement brûlée à mort. D'un claquement sec, le docteur Noëlla ferme le livre, révélant que c'est tout ce que le roman a jamais dit sur le destin de Lilith. Essuyant ses larmes d'un frottement, elle désespère,
se demandant pourquoi elle a dû être réincarnée en personnage secondaire le plus pathétique qui soit. Regardant par sa fenêtre, elle décide qu'elle devait travailler très dur pour échapper à son destin tragique. D'un pas confiant, une femme aux cheveux roses sourit depuis l'ombre. Maintenant révélée, Lilith Lancella célèbre sa réincarnation et sa liberté en tant que docteur en horticulture. Elle a établi sa nouvelle vie dans un magnifique bâtiment ensoleillé à la campagne. En bâillant, la femme aux cheveux roses, appelée Docteur Noëlla, est accueillie par 2 hommes le matin. Elle rit doucement, l'air incroyablement satisfaite de sa situation actuelle. Alors qu'une servante aux cheveux noirs apparaît avec un PCHIIIT pour la saluer, le docteur Noëlla réalise que s'échapper de son ancien domaine en valait la peine. Son cœur bat la chamade de surprise alors que le docteur Noëlla réprimande sa servante, Genia, pour l'avoir prise par surprise. Genia énumère calmement les rendez-vous du jour, y compris un arbre infesté appartenant à un baron et une grosse commande de parterre de fleurs. Lorsque Genia mentionne la demande d'urgence du comte Olga, le docteur Noëlla la rejette avec désinvolture, lui disant de rejoindre la longue liste d'attente. Genia murmure qu'un énorme paiement en or est prévu pour la visite d'urgence, et les principes du docteur Noëlla s'envolent alors qu'elle ordonne de procéder immédiatement. Genia tient une lettre, ajoutant que l'expéditeur souhaite la remercier en personne, mais le docteur Noëlla rejette rapidement l'offre. En sirotant son thé avec désinvolture, le docteur Noëlla dit à une stoïque Genia de s'occuper elle-même de la correspondance. Genia remarque à quel point son employeuse est étrange, mais le docteur Noëlla sirote son thé et demande en plaisantant ce qu'elle a fait de mal. Genia souligne qu'elle refuse toujours les nobles, et le docteur Noëlla la corrige fermement pour avoir utilisé le titre « Madame ». Genia insiste, demandant pourquoi elle refuse les cadeaux supplémentaires si elle aime tant l'argent, ce qui pousse le docteur Noëlla à claquer sa tasse. Une docteur Noëlla irritée demande si son but est de devenir indépendante de sa famille, surprenant Genia. Le docteur Noëlla explique qu'un diplôme confère l'indépendance juridique, à la grande exaspération de Genia, qui a manifestement déjà entendu ce discours. Elle se souvient fièrement avoir obtenu tous ses diplômes d'horticulture en seulement 6 ans pour atteindre cette liberté, tandis qu'une petite Genia célèbre à contre-cœur. Avec un soupir las et des applaudissements sarcastiques, Genia fait remarquer que choisir le domaine impopulaire de l'horticulture faisait partie du plan. Avec un plouf dramatique, le docteur Noëlla s'effondre sur une chaise et loue Genia, la considérant comme son aide la plus fiable pour la comprendre si bien. Elle pose ses pieds avec un tic, déclarant sa haine pour les visites personnelles de nobles reconnaissants. D'un mouvement satisfait des pieds, elle se détend, parfaitement contente de sa vie paisible. Elle se souvient avec tendresse d'avoir installé son centre de recherche à la campagne, délibérément loin du palais et d'un certain jeune homme aux cheveux gris. Sa vie est maintenant aussi paisible qu'un soleil souriant au-dessus d'un champ tranquille et lumineux. Genia interrompt sa rêverie avec une dernière lettre, mais le docteur Noëlla, sirotant sa boisson, lui dit de nouveau de s'en occuper. Lorsque Genia révèle que la lettre vient du palais impérial, le docteur Noëlla fait un crachement de surprise. Toussant, une docteur Noëlla stupéfaite se lève brusquement et demande à savoir pourquoi. Mais Genia insiste sur le fait qu'elle doit lire le contenu elle-même. Ensemble, elles fixent la lettre, leur visage rempli de choc et d'appréhension dans l'obscurité soudaine. Un moment de silence stupéfait plane dans l'air alors qu'elles assimilent ce qu'elles viennent de lire. Dehors, elles conviennent mutuellement de faire comme si elles n'avaient absolument rien vu dans cette lettre. En jetant un coup d'œil par la porte, le docteur Noëlla décide que la meilleure chose à faire est de simplement renvoyer la lettre. Elle change rapidement d'avis, décidant qu'il est plus sûr de la renvoyer par livraison express. D'un claque déterminé, elle ouvre la porte et commence à ordonner à Genia de préparer la calèche. Mais ses mots meurent dans sa gorge, alors qu'un homme grand aux cheveux blancs apparaît dans l'embrasure de la porte, s'étirant paresseusement. Avec un sourire charmant, il salue Lilith, disant que cela fait un moment. Son œil s'écarquille en une reconnaissance horrifiée. Il propose de l'accompagner, mais elle lui claque la porte au nez. Son cœur bat follement, tandis qu'elle se demande ce qu'elle vient de voir, pendant que l'homme l'appelle de l'autre côté de la porte. Elle panique, se souvenant de lui comme du fiancé, avec qui elle avait rompu ses fiançailles précisément pour échapper à cette situation. L'homme se révèle être Edrion la Arkshad, son ancien fiancé. Submergée, elle hurle intérieurement, en proie à une panique absolue. Avec un grincement réticent, elle ouvre à nouveau la porte pour faire face à Edrion. Il prend calmement sa main et la porte à ses lèvres pour un doux baiser. Ses yeux dorés rencontrent les siens tandis qu'il lui tient la main. Il est révélé qu'il est non seulement le chef de la maison Arkshad, mais aussi le commandant de la garde impériale. Et pour couronner le tout, il est le seul frère de l'impératrice,
ce qui fait réaliser à Lilith à quel point il est impossible de l'éviter vraiment. Tandis qu'il la qualifie de gentille, Lilith déglutit, se rappelant un fait horrible, dans l'histoire originale, il était son mari. À ses yeux, il n'est rien de plus qu'une bombe à retardement, destinée à provoquer sa mort. Alors qu'elle lui hurle mentalement de s'en aller, elle recule d'un pas et force un sourire, demandant poliment ce qui l'amène ici. Il réduit la distance entre eux, la tapotant doucement sur le front. Édrion se penche, son cœur fait badaume tandis qu'il la prévient de faire attention à ne pas heurter la porte. Avec un dadin sec, son esprit s'emballe alors qu'elle crie d'horreur « Le palais !» Genya soupire « Oh là là !» tandis que l'un des hommes balbutie, se demandant pourquoi un membre de l'académie est impliqué dans les affaires du palais. D'un swish, Édrion demande à Lilith si elle a reçu la lettre, ce qui incite un homme en uniforme à déclarer nerveusement que non. Prénom. Marmonnant pour elle-même, une docteure. Noëlla confuse se demande pourquoi ils ont envoyé une lettre urgente alors qu'ils ont déjà un jardinier en chef. Le sourire entendu d'Édrion est accueilli par un « Oups !» paniqué d'une docteure. Noëlla chibie, réalisant qu'elle s'est trahie. Il sourit, confirmant qu'elle a bien lu la lettre, tandis qu'une Genya exaspérée se gifle le front et marmonne le nom de son employeur. À l'intérieur d'une calèche cahoteuse, Édrion rit doucement pour lui-même, tandis que la docteure. Noëlla reste dans un silence de pierre. Quand elle demande si elle peut refuser, Édrion lui dit joyeusement que non, la laissant complètement vaincue. Avec un burk interne, elle se lamente que tous ses efforts pour éviter le palais aient été vains. Elle trouve un petit réconfort à avoir Genya avec elle, sans réaliser que son assistante ronfle, n'ayant accepté de venir que pour un double salaire. Son cœur bat la chamade alors qu'elle prend une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs. Avec une détermination sombre, elle se rappelle de rester en alerte maximale. Elle se souvient du roman dans lequel elle se trouve. La promesse de l'Arbre-Monde, un sombre récit de querelle de palais. L'histoire originale mettait en scène un tyran avec un complexe d'infériorité envers le protagoniste masculin et sa fiancée, la protagoniste féminine. Le tyran a tenté de les éliminer en les condamnant faussement pour conspiration, menant à leur arrestation. Dans un flashback comique, la protagoniste féminine victorieuse agite un drapeau « Victoire » au-dessus du tyran vaincu. L'histoire originale se concluait avec les deux protagonistes devenant le nouvel empereur et l'impératrice. Perdue dans ses pensées, la docteure. Noëlla est assise tranquillement, contemplant l'histoire dangereuse dont elle fait désormais partie. Après que les nouveaux dirigeants ont pris le pouvoir, une féroce lutte politique a commencé parmi les factions restantes. Elle sourit faiblement, consciente de l'écheveau complexe de complot qui l'attend. Tandis que la calèche cahote, elle regarde par la fenêtre, cherchant une lueur d'espoir. Elle réalise que, puisque les nouveaux dirigeants viennent de prendre le trône, elle a encore le temps d'éviter sa propre mort fatale. Prenant une inspiration, elle se force à être optimiste face à la situation. Jetant un coup d'œil à son compagnon, elle s'avoue que le simple fait d'aller au palais n'est pas son seul problème. Tandis qu'Édrion scintille à ses côtés, elle pense que son amabilité écrasante est encore plus inconfortable. Elle force un sourire et lui dit qu'elle va bien, malgré son inconfort évident. Édrion se tourne vers elle avec une expression sérieuse, lui disant qu'il a une question pour elle. Elle va droit au but, demandant la vraie raison pour laquelle le palais cherche un jardinier. Il fredonne simplement, pensif, la laissant en suspens. Elle se souvient de la lettre suspecte demandant urgemment un jardinier de palais, sachant qu'elle est maintenant piégée. Avec un sourire serein, Édrion révèle la raison stupéfiante. C'est à cause de l'Arbre-Monde. La révélation est si choquante que le monde semble s'estomper en un cosmos étoilé, alors qu'elle demande « Quoi ?» Elle se souvient de la légende de l'Arbre-Monde, comme une création divine de mana cristallisé connectant les continents. Confirmant ses craintes, Édrion sourit et affirme que oui, il parle bien de cet Arbre-Monde. Avec un kaboum mental, son esprit est soufflé et elle lâche un hoquet nerveux. Elle demande frénétiquement pourquoi elle est nécessaire alors que les prêtres et les mages s'occupent de l'arbre. Mais il explique que tous leurs efforts ont échoué. Tremblante avec un gaz silencieux, elle maudit son propre génie d'être devenue la plus jeune doctoresse et d'être entraînée là-dedans. Il essaye de la calmer, disant que c'est une simple formalité, et elle accepte à contre-cœur. Les yeux d'Édrion pétillent, alors qu'il promet chaleureusement de rester à ses côtés et de lui offrir son plein soutien. Avec un coup métaphorique à sa contenance, elle force un autre sourire douloureux et étincelant. Elle hurle intérieurement qu'il est la chose même qui la préoccupe le plus. Alors qu'ils s'arrêtent devant le magnifique palais, Édrion annonce leur arrivée. En sortant de la calèche,
Lilith lâche un gémissement silencieux de désespoir sous l'œil vigilant d'Edrion. Le bruissement des feuilles attire son regard vers le haut, tandis qu'elle observe avec émerveillement. Son œil bleu brillant s'écarquille, reflétant la magnifique vue devant elle. Elle contemple l'arbre-monde lumineux et éthéré pour la première fois avec émerveillement. Faisant un pas en avant, elle s'émerveille que l'arbre semble vraiment aussi éthéré que sa légende le prétend. Examinant une feuille, elle la trouve seulement légèrement sèche et ne voit pas d'autre problème évident. Avec une douce traction, elle tire sur une feuille, se demandant si le problème réside plutôt dans les racines. Avec une secousse, les yeux de Lilith s'ouvrent en grand, tandis qu'elle crie que la douleur de l'arbre la blesse aussi. Dans un doux souvenir, une jeune Lilith prend soin d'un petit plant avec attention. Avec un doux battement, son œil se ferme alors que son esprit est rempli de confusion. Son cœur fait un dramatique boum-boum, alors que ses sens se connectent avec le magnifique arbre-monde devant elle. Une Lilith chibi transpire nerveusement, complètement désorientée par les étranges sensations. Sous le regard d'Edrion, une Lilith gênée balbutie que tout va bien. Debout devant l'arbre grognon, Lilith trouve que c'est incroyablement bruyant, contrairement au calme Edrion à ses côtés. Avec un magique chalala, Edrion sourit chaleureusement et l'appelle par son nom. Lilith se tourne vers lui, arborant un sourire éclatant et rassurant. Alors qu'ils se tiennent près de l'arbre, le pied d'une personne qui approche entre dans le cadre. D'un pas résolu, 3 figures arrivent, qu'Edrion présente comme les soigneurs experts de l'arbre-monde. Un homme aux lunettes et aux cheveux foncés se présente comme l'Enoch de la tour magique, et Lilith lui rend poliment l'appareil. Quand l'Enoch mentionne avoir entendu des rumeurs, Lilith lui demande ce qu'il veut dire, mais il semble surpris qu'elle n'en ait pas entendu parler. L'Enoch gesticule dramatiquement, la déclarant être la parfaite érudite. Il s'emballe et divague, se rapprochant inconfortablement, supposant qu'elle est là pour la recherche. Lilith force un sourire contraint, hurlant intérieurement qu'il s'est fait une idée complètement fausse d'elle. Elle se souvient de son jeune moi, joyeusement absorbé dans un livre d'horticulture, inconsciente des guerres de l'Empire. Alors que l'Enoch scintille d'admiration, Lilith se souvient que sa véritable motivation était bien plus simple. D'une poignée ferme, une main saisit le poignet d'une autre. Edrion le fusille du regard en arrêtant l'Enoch, rappelant à Lilith qu'elle avait quelque chose à demander, la ramenant à la tâche à accomplir. Edrion tient une feuille dorée et la caresse doucement, attirant son attention dessus. L'Enoch rejette sa préoccupation, affirmant que la couleur dorée de la feuille est normale et demandant s'il y a un problème. Lilith le questionne en retour, demandant pourquoi une feuille dorée est considérée comme un problème en premier lieu. D'un léger tap-tap sur le sol, elle souligne le problème le plus fondamental. La terre extrêmement sèche. Elle demande à l'Enoch à quelle fréquence ils arrosent l'arbre-monde, et il répond avec désinvolture que ce n'est que 2 ou 3 fois par an. Après avoir appris qu'ils n'utilisent qu'un seul bol d'eau bénite, Lilith explose avec un « arg », leur ordonnant d'apporter de l'eau d'un lac voisin immédiatement. Un l'Enoch stupéfait la fixe du regard, sidéré par sa soudaine explosion et ses exigences. La femme blonde en robe sacerdotale tremble et joint les mains, horrifiée à l'idée d'élaguer les bras et jambes sacrées de l'arbre. Avec un soupir las, Lilith observe les 3 gardiens réagir de manière dramatiquement excessive, lui interdisant d'élaguer l'arbre. Elle met furieusement en doute leur qualification, ce qui fait tressaillir et balbutier les 2 hommes en réponse. Dans un accès de rage chibi, Lilith leur crie de lui apporter de l'eau sur le champ. L'homme à la moustache accepte à contre-cœur d'arroser mais interdit l'élagage, tandis qu'Edrion lui offre gentiment son aide. Avec un fracas, Lilith s'écrase le visage sur un bureau, déplorant une dissertation mal écrite, pour se rendre compte avec gêne qu'elle l'a écrite elle-même. Debout près de l'arbre-monde, elle réfléchit que la cause même de sa mort fatidique est juste ici, ce qui rend impossible de rester calme. D'un pas déterminé, elle apporte une échelle à l'arbre, levant les yeux avec curiosité. D'un doux tap, elle commence à monter l'échelle, prête à se mettre au travail. Tandis qu'elle monte, une seule feuille tombe doucement dans le panier à son côté. Avec un cliquetis aigu, elle révèle une paire de ciseaux ornés et fait un rapide crack. Un sourire déterminé et étincelant apparaît sur le visage de Lilith, tandis qu'elle tient les ciseaux, prête à agir. Avec un lourd bruit sourd, un tonneau d'eau est déposé sur l'herbe. La femme blonde se plaint de son dos douloureux, tandis que l'homme à la moustache déplore de ne pas pouvoir travailler avec quelqu'un d'aussi imprudent. L'Enoch pointe urgemment l'arbre avec un élan, essayant de montrer aux autres que le vrai problème se déroule en ce moment même. Plissant les yeux pour voir, l'homme à la moustache et la femme myope aperçoivent une personne perchée haut dans les branches de l'arbre. Levant les yeux sous le choc, il hurle pour Lady Lilith, demandant ce qu'elle fait là-haut.
Les ciseaux scintillent de manière menaçante alors qu'ils se referment sur une branche tremblante, remplissant les spectateurs de terreur. Alors que de petites branches tombent au sol, les trois experts halètent d'horreur absolue. Une branche plus grosse tombe, tandis que les gardiens hurlent le nom de Lilith dans une panique unanime. La scène se déplace vers les imposantes casernes de la garde impériale, sous la lumière d'une pleine lune. Avec une série de coups, Lilith accomplit le travail, ignorant les protestations des gardiens tandis qu'une génia chancelante soupire à proximité. Plus tard, vêtue d'une robe jaune, Lilith lève les yeux et salue formellement Édrion. Lilith remercie timidement Édrion de lui avoir permis de rester, mais il insiste joyeusement qu'il est heureux d'aider. Après qu'il lui ait souhaité bonne nuit, Lilith demande s'il l'attendait devant sa chambre, ce qu'il confirme. Alors que la porte se ferme avec un doux grincement, elle se souvient de son offre alarmante de démolir le mur, une idée qu'elle a trouvée extrêmement gênante. Une Lilith Chibi panique intérieurement, se demandant pourquoi il dit de telles choses effrayantes avec un sourire agréable sur son visage. Au moment où il se tourne pour partir, elle lui saisit le poignet d'une prise ferme, et il se retourne surpris. Avec un regard déterminé, elle lui dit qu'ils doivent parler. Elle répète mentalement sa question. Veut-il rompre leur fiançailles ? La scène se déplace vers l'extérieur de la caserne, calme sous le ciel nocturne étoilé. Maintenant assise dans sa chambre, Lilith complimente maladroitement le décor, et Édrion répond qu'il est content que cela lui plaise. Pendant qu'il lui verse du thé, il propose de changer de chambre si elle est mal à l'aise, voulant qu'elle soit à l'aise. Lilith se sent de plus en plus mal à l'aise, incapable de se plaindre, alors qu'il est si gentil de la servir lui-même. Édrion l'appelle doucement par son nom, ramenant son attention vers lui. Il lui demande de quoi elle voulait parler, l'attirant brusquement de ses pensées. Reprenant son calme, Lilith sourit et commence à aborder le sujet. Elle le regarde directement et lui demande pourquoi il est si incroyablement gentil avec elle. Dans un flashback, elle se souvient de sa cérémonie de fiançailles, qu'elle a acceptée avant de réaliser qu'elle était piégée dans un roman. Avec un swoosh, elle se souvient de son plan désespéré en 2 étapes pour tomber malade. Laisser entrer l'air froid et prendre des bains glacés. Elle réfléchit à la façon dont elle a délibérément affaibli son corps, ce qui a conduit un homme à s'excuser du résultat. Un homme maladif tousse à plusieurs reprises, tandis qu'un serviteur lui suggère de réconforter la Lady Lilith, au cœur brisé. Fiévreuse et faible, elle respire difficilement en serrant une lettre avec un froissement de papier. Avec un pouf triomphant, un parchemin se déroule, lisant « Adieu mariage » et elle s'écrie intérieurement « Oui ». D'une prise ferme, elle tient la lettre, versant des larmes de joie à l'idée de devenir enfin des étrangers. De retour au présent, elle réalise avec inquiétude qu'il la traite toujours comme sa fiancée. Édrion se penche en avant, expliquant que sa gentillesse est évidemment due au fait que Nal est sa fiancée, laissant une Lilith stupéfaite remettre ses mots en question. Il réaffirme son vœu d'il y a 6 ans, promettant de la chérir et de ne lui donner que le meilleur. Avec un bruit sec de sa tasse, Édrion observe une Lilith choquée, insister sur le fait qu'ils ont déjà rompu leurs fiançailles. Il s'excuse de l'avoir effrayée, révélant qu'il semble qu'elle ne connaissait pas vraiment la vérité. Quand elle demande ce qu'il veut dire, Édrion lâche une bombe. Il n'a jamais pu soumettre leur demande d'annulation. Lilith assimile cela en silence, comprenant maintenant qu'Édrion savait depuis le début que leurs fiançailles devaient être rompues. Elle marque une pause incrédule, essayant de comprendre ce qu'il vient de dire. Elle se demande comiquement si leur demande d'annulation a simplement poussé des ailes et s'est envolée, se perdant quelque part. Édrion sourit doucement et confirme l'incroyable vérité. Leurs fiançailles tiennent toujours. Il commence à expliquer, affirmant que le jour où leurs familles ont convenu de l'annulation, il n'était absolument pas au courant. Il se souvient d'avoir confronté son père, le précédent duc Arkshad, qui avait déjà obtenu sa signature sur le formulaire. Dans un flashback, un jeune Édrion discute avec son père, narrant que c'était la première fois qu'il s'était fâché contre lui. Son père lui avait simplement dit de considérer ce qui était le mieux pour l'avenir de leur famille. Édrion exprime son regret pour ce jour, car la guerre éclata bientôt sous le tyran Laser, et il n'avait aucune idée que ce serait la dernière fois qu'il verrait son père en vie. À cause de la guerre et de la mort de son père, explique-t-il, il n'a finalement pas pu déposer l'annulation. Lilith est complètement dévastée, réalisant avec horreur que la guerre qu'elle pensait avoir fui est la raison même pour laquelle elle est toujours fiancée. Édrion s'excuse pour l'histoire déprimante, mais Lilith, bien que sous le choc, le presse de continuer. Il poursuit, exprimant sa joie sincère de pouvoir enfin la rencontrer et lui parler à nouveau. Il révèle qu'il a pris un risque en la visitant à l'académie pour lui donner le dernier mot, mais elle n'en a aucun souvenir. Il raconte le jour précis il y a 4 ans,
un hiver avec une violente tempête de neige, quand il a rencontré sa femme de chambre au palais. Le souvenir se termine par un fort claquement alors qu'une porte lui est fermée au nez. Il termine en riant, expliquant que sa femme de chambre lui a claqué la porte au nez et qu'il n'a même pas pu remettre sa lettre. Un flashback révèle une Lilith malade à qui on annonce un visiteur, que sa femme de chambre renvoie, et elle réalise maintenant avec horreur qu'elle l'a laissé dans la neige. Son regard s'adoucit avec culpabilité et une nouvelle compréhension alors qu'elle le regarde. Prise au dépourvu par son regard intense, Edrion commence à bégayer. Avec un pincement de culpabilité, Lilith force un sourire et admet que ce serait un mensonge de dire qu'elle n'était pas du tout contrariée. Edrion baisse les yeux vers Lilith aux yeux écarquillés, une tension silencieuse emplissant l'espace entre eux. En se levant doucement de sa chaise, Edrion lui suggère d'aller se coucher, car il se fait tard. Alors qu'il commence à tendre la main vers la porte pour partir, proposant de parler plus tard, Lilith l'appelle pour qu'il attende. Un sourire lumineux et déterminé illumine son visage alors qu'une nouvelle idée se forme. La scène se déplace vers le grand palais la nuit, où une lointaine clameur retentit alors que quelqu'un accuse Lady Lilith de blasphème. La clameur continue avec des demandes furieuses de bannir la païenne de l'Empire tandis qu'une plume gratte. Avec un A exaspéré, une femme rousse réprimande ses conseillers paniqués pour avoir divagué sur Lilith la Noëlla, qui s'excuse rapidement. L'impératrice Aitana la Soleria, frustrée, rejette ses cheveux en arrière et soupire, se demandant pourquoi ils ne peuvent pas simplement s'excuser correctement. Coupant à travers le bruit, elle demande finalement ce que Lady Lilith a exactement fait pour provoquer un tel tollé. Avec un clic de compréhension aiguë, l'impératrice confirme que le problème est avec l'arbre-monde, et son conseiller explique que Lilith l'a arrosé et taillé ses branches. Tandis que le conseiller détaille théâtralement les actions de Lilith, l'impératrice déplore en son fort intérieur que c'était la raison pour laquelle elle s'opposait au changement. Mais son « petit frère idiot » a insisté. Dans un flashback, un jeune Edrion joyeux annonce avec enthousiasme à sa sœur qu'il a trouvé la personne parfaite pour le poste, remuant sa queue métaphorique avec un joyeux FWIP. Avec une étincelle dans les yeux, il suggère fièrement Lilith la Noëlla, la meilleure horticultrice de l'Empire, captant enfin l'attention de sa sœur. L'impératrice ricane d'un HMPH, agacée en se souvenant comment son frère utilisait sans relâche ses yeux de chiot gigantesques pour la persuader. Son cheminement de pensée s'interrompt brusquement lorsqu'elle voit l'arbre-monde, rayonnant désormais un magnifique faisceau de lumière dorée. L'un de ses conseillers s'émerveille, que l'arbre soit devenu encore plus sacré du jour au lendemain, tandis que l'impératrice regarde incrédule, se demandant si ses yeux la trompent. Elle s'interroge silencieusement sur la vision impossible. L'arbre-monde est-il vraiment en train de briller en ce moment ? La lumière brillante de l'arbre se reflète dans son œil, alors qu'elle se demande s'il a déjà eu cet aspect sous la garde des précédents gardiens. En regardant une image de l'état autrefois terne de l'arbre, elle conclut qu'il semblait plutôt mourant auparavant. L'impératrice se tourne et demande la localisation actuelle de Lady Lilith, et son conseiller rapporte qu'elle séjourne à la caserne de la garde impériale. Un regard de profonde contemplation traverse le visage de l'impératrice, alors qu'elle assimile cette nouvelle information. De retour dans la chambre de la caserne, Edrion prononce doucement le nom de Lilith, brisant le silence. Il baisse les yeux, une goutte de sueur sur le front, visiblement troublé par leur conversation. Quand Lilith lui demande s'il est contrarié, il admet que oui, la laissant se demander ce qu'elle a dit de si offensant. Elle imagine une version beaucoup plus séduisante d'elle-même, lui souhaitant bonne nuit, faisant baume à son cœur, puis elle revient à la réalité, réalisant qu'elle aurait pu mieux formuler les choses. Elle déplore intérieurement de ne pas pouvoir révéler son véritable motif. Elle l'a agrippé, en espérant le faire la haïr et retarder le mariage. Edrion offre un doux sourire, suggérant qu'elle doit être fatiguée et devrait se reposer maintenant. Il demande avec espièglerie si elle est vraiment si opposée à dormir, ce qui fait que Lilith s'écrie « Arg !» et le supplie d'oublier tout ce qu'elle a dit. Se reprenant, Lilith fait une demande sérieuse. Pourrait-il, s'il vous plaît, garder sa présence dans la capitale secrète ? Elle se penche légèrement, son expression sérieuse, alors qu'elle souligne l'importance de sa requête. Quand elle lui demande pourquoi il ne la questionne pas, il répond calmement que sa sœur lui a appris que les dames ont souvent leurs secrets. Il prend doucement sa main dans la sienne d'une douce pression. Surprise par ce contact soudain, Lilith lève les yeux vers lui et interroge son geste. Un choc de surprise envoie une rougeur sur ses joues, alors qu'elle commence à s'adresser à lui par son titre. Il se penche et presse un doux baiser sur le dos de sa main. Se redressant,
Il soutient son regard avec un sourire doux et rassurant. Il accepte sa requête, ajoutant que c'est quelque chose que seul lui peut faire pour elle. Il avertit que les ombres montent en puissance, laissant une Lilith choquée se demander qui sont les ombres. La scène s'assombrit tandis que la narration révèle que les ombres ont perdu leur patrie au profit de la maison Arkshad il y a 1000 ans. Ils sont considérés comme des ennemis mortels, un fait accentué par le regard menaçant d'un œil rouge luisant. La narration conclut que les ombres étaient un peuple distingué par leurs yeux rouges. Edrillon explique que les rumeurs décrivent le chef actuel des ombres comme cruel, ce qui a entraîné le renforcement des patrouilles, et il la met en garde de le chercher si quiconque de suspect l'approche. Lilith accepte d'un air sombre qu'en tant que fiancée du duc Arkshad, même si ce n'est que sur le papier, elle est inévitablement mêlée à ce conflit. Fixant la caserne sous le ciel nocturne, elle accepte silencieusement ses conditions. Après que la porte se soit refermée avec un clac, Edrillon pousse un soupir de soulagement, mais sa main trouve immédiatement la garde de son épée, son devoir pesant déjà sur lui. Ailleurs, un jeune aide en uniforme blanc erre dans un couloir, confus parce qu'il ne trouve pas la chambre de son supérieur au 2e étage. Alors qu'il se demande où pourrait être le commandant, une épée éclaire soudainement devant ses yeux d'un rapide FWIP, et il fixe avec terreur un regard orange perçant. Avec une épée tirée et un ching métallique, Edrillon arrête l'intrus, qui tremble de peur, avant de le reconnaître comme Jeffrey son aide, qui lève la tête avec prudence. Dans une panique façon chibi, Jeffrey supplie Edrillon de baisser son épée maintenant qu'il a été identifié, se plaignant qu'il était mort de peur. Jeffrey demande nerveusement à Edrillon s'il connaît 4 yeux de la tour magique, surprenant le commandant. Edrillon baisse les yeux pensivement, associant le surnom à sa sœur et interrogeant « Ma sœur ?» Dans une dispute de style chibi, Edrillon réprimande Jeffrey pour avoir tenté de visiter la chambre de Lilith et le condamne à 100 tours, tandis que Jeffrey se plaint qu'il ne faisait que son travail. Le lendemain au palais, l'impératrice s'excuse de n'avoir pas vu Lilith plus tôt, expliquant que son frère avait insisté sur le fait qu'elle était trop fatiguée. Le cœur battant un lourd dadin, l'impératrice rousse déclare avoir entendu les rapports, et demande directement à Lilith si elle a fait quelque chose à l'Arbre-Monde. Lilith panique intérieurement, ses mains tremblant sur ses genoux, tandis qu'elle essaye nerveusement de trouver les mots justes pour s'expliquer. Avec un sourire forcé et une larme à l'œil, elle se demande désespérément si elle parviendra à sortir vivante de cette situation. L'impératrice se recoiffe, notant le tollé considérable que les actions de Lady Lilith ont provoqué la veille. L'air désemparé, l'impératrice exige une explication pour ses actions, déclarant que Lilith doit être consciente d'avoir commis un acte de blasphème. Lilith se souvient intérieurement de la réputation de l'impératrice pour sa personnalité ardente et incontrôlable. Dans un rapide flashback, une minuscule créature ressemblant à une graine avec des feuilles sort d'un sac, pour être saisie avec un claquement soudain. Se réveillant avec un froncement de sourcils, Lilith est agacée par les 3 petites créatures boules de feuilles qui sautillent autour d'elle, se demandant ce qu'elles sont et pourquoi elles la suivent. La voix de l'impératrice ramène Lilith au présent, demandant « Dame Lilith ?» Lilith lève les yeux avec une détermination soudaine et farouche, et déclare qu'elle ne regrette pas ses actions. Lorsque l'impératrice questionne son absence de regret, Lilith s'assied fermement devant elle et confirme « Non, madame ». Elle se défend avec passion, expliquant qu'en tant qu'horticultrice, sa fierté et son honneur ne lui permettraient pas d'ignorer un arbre mourant. L'impératrice la fixe, demandant si c'est sa justification pour avoir commis un blasphème, ce qui fait transpirer nerveusement Lilith. Lilith accepte son destin, prête à toute punition, tandis que l'impératrice lui rappelle que le bannissement est la conséquence habituelle. D'un léger tapement sur une lettre, l'impératrice déclare étonnamment que les actions de Lilith l'ont inspirée à offrir une chance de rédemption. L'impératrice présente la lettre avec les instructions de la lire et de la signer, mais est interrompue au milieu de sa phrase. Lilith tressaille, surprise et confuse, alors qu'elle s'interroge sur cette offre soudaine d'une chance de se racheter. Avec un FWIP, l'impératrice tend un contrat, expliquant que Lilith doit toujours assumer ses responsabilités et devrait lire les termes en premier. Avec un soupir résigné, Lilith accepte le contrat, sachant qu'elle n'a aucun pouvoir de refuser. Elle lit le contrat, qui lui demande d'aider l'Arbre-Monde à produire des fleurs pour la première fois depuis 1000 ans, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. Lilith réalise que le contrat lui accorde la permission de blasphémer tant qu'elle réussit, tandis que l'impératrice observe avec un sourire confiant. L'horrible conséquence de l'échec lui traverse l'esprit avec un craque mental, la mort de toute sa famille. L'impératrice explique que la négociation de ces termes a été difficile,
et que cela pourrait ressembler à un simple sursis avant l'exécution de sa famille. Avec un sourire encourageant, l'impératrice exprime sa pleine confiance en la capacité de Lilith à faire fleurir l'arbre-monde. Lilith fixe le contrat d'un air absent, son esprit vacillant sous le choc. Après avoir signé le contrat, une Lilith vaincue s'éloigne en titubant, tandis que l'impératrice réalise qu'elle a ignoré le rapport biaisé d'Édrion à son sujet. Un sourire satisfait traverse le visage de l'impératrice, alors qu'elle admet en privé que Lilith est vraiment quelqu'un d'autre. Un homme s'approche d'un pas assuré, demandant à Aitana si quelque chose d'amusant se passe. L'homme se révèle être le bel empereur aux cheveux blonds, Kairos la Soleria. L'empereur passe un bras autour de sa sœur, lui disant qu'il a trouvé un nouveau talent qui pourrait l'intéresser. Alors qu'ils s'éloignent ensemble, Aitana demande à quelle famille appartient le talent, mais Kairos refuse de le lui dire en jouant. Soufflant d'effort, Lilith gravit péniblement une colline herbeuse, suivie par les deux créatures boules de feuilles, se disant de ne les mentionner à personne. Elle déduit que les créatures doivent provenir de l'arbre-monde, et se souvient d'avoir impitoyablement coupé ses branches, se demandant si c'est leur vengeance. Submergée par sa situation, Lilith crie vers le ciel, frustrée que rien ne se passe bien dans sa vie. Dans un flashback, elle se tient devant l'énorme arbre-monde, lui criant dessus et lui demandant de lui donner de l'eau. Un énorme éclaboussement éclate alors qu'elle jette le contenu d'un grand seau sur l'arbre avec un grognement d'effort. Tenant le seau vide et dégoulinant, elle crie sur l'arbre, le blâmant pour tous ses problèmes. Une voix de l'arbre réagit à l'eau, s'exclamant d'abord qu'elle est froide, avant de décider qu'elle est en fait plutôt agréable. Après son explosion, une Lilith fatiguée s'effondre sur l'herbe, se demandant si c'est sa vie maintenant, jusqu'à ce que l'arbre fleurisse enfin. Elle s'assied près du tronc, se demandant sarcastiquement si elle devrait simplement être reconnaissante de ne pas avoir été exécutée, avant d'interpeller l'arbre. Elle exige de savoir pourquoi l'arbre est silencieux, ce qui incite une voix de ses feuilles à lui demander si elle lui parle, ce à quoi elle répond par un sarcasme. Alors que le tronc de l'arbre commence à scintiller, Lilith regrette instantanément sa décision de lui parler. L'arbre lui demande si elle peut parler à d'autres arbres, et Lilith confirme qu'elle ne peut pas communiquer avec d'autres personnes. Une pensée la frappe alors qu'elle se demande si l'arbre a besoin de mana et si lui donner de l'eau est la bonne façon de le lui fournir. La scène montre le magnifique arbre-monde, ses feuilles luxuriantes et vertes sous le soleil éclatant. L'arbre-monde demande pourquoi elle veut savoir, alors que les yeux de Lilith scintillent de curiosité et d'une idée naissante. L'arbre-monde donne une réponse vague, ce qui fait qu'une bulle de pensée le qualifie de menteur horrible. « Argue !» crie l'arbre avec enfantillage, traitant Lilith de malpolie et exigeant qu'elle aille chercher plus d'eau. La scène se déplace vers le palais impérial, où une figure invisible est interrogée pour avoir de nouveau perdu les ombres. Un noble imposant aux cheveux argentés lance un regard menaçant vers le bas, ordonnant à des subordonnés invisibles de se jeter au sol. Avec une inclination désespérée, deux hommes en uniforme blanc s'excusent profusément auprès de leur supérieur. Ailleurs, un autre noble aux cheveux argentés se couvre le visage de détresse, réalisant que Lilith est dans la capitale. Il se souvient avec émotion de sa première rencontre avec Lilith, une vision d'elle souriante emplissant sa mémoire. Il se souvient qu'elle était la seule personne à ne pas se soucier de son titre ou de son statut. Sa main se serre en un poing, alors qu'il pense à la façon dont elle l'a vue pour son travail acharné. Il réfléchit que ses mots gentils l'ont sauvée, et maintenant il est déterminé à la protéger. Alors qu'il jure de la protéger, ses pensées sont interrompues par un soudain toc-toc à la porte. Agacé par l'interruption, l'homme, appelé Duc Arkshad, se retourne pour voir qui est là. Lilith jette un coup d'œil joyeux derrière la porte, son visage illuminé d'un sourire accueillant. Avec un rayonnement de bonheur, Édrion salue Lilith, surpris de la voir tandis que ses deux aides s'éclipsent discrètement. Il lui demande ce qui s'est passé, mais elle ne peut qu'offrir un rire nerveux en guise de réponse. D'un doux mouvement, Édrion la tire dans ses bras et drape sa cape sombre sur ses épaules. Surprise par son geste soudain et protecteur, Lilith le regarde avec des yeux écarquillés et surpris. Son esprit se remémore l'arbre réclamant de l'eau, suivi d'un énorme plouf, alors qu'elle était trempée. Alors que l'arbre continuait de « Ouah !» pour de l'eau, elle se rappela qu'elle lui en avait déjà donné beaucoup. Elle se souvient avoir crié de frustration qu'elle en chercherait davantage, tandis que l'arbre se lamentait d'avoir soif. Par une curiosité sincère, elle se souvient avoir demandé à l'arbre pourquoi il était si obsédé par l'eau. Tandis que les feuilles tombaient avec un doux chat, elle s'interrogea pourquoi un être éthéré comme l'arbre-monde en aurait besoin. La voix de l'arbre commença à expliquer avec hésitation, admettant que c'était quelque chose qu'il ne voulait pas dire.
Il déclara ensuite avec colère qu'il était en fait un docteur. Une forme céleste explique que, bien qu'il possède l'âme d'un docteur, son corps physique n'est encore qu'un arbre. L'arbre exige ensuite qu'elle aille chercher plus d'eau maintenant qu'elle comprend, et une Lilith épuisée acquiesce simplement. En privé cependant, Lilith jure, pensant que l'explication de l'arbre n'est que des effets visuels sophistiqués pour la tromper. La voix de l'arbre rétorque, remettant en question ses propres qualifications et se plaignant des types universitaires. L'arbre se lance dans une longue tirade décousue sur la négligence humaine et son expérience de mort imminente, submergeant Lilith. Il explique qu'il était dans un sommeil de mort, jusqu'à ce que Lilith, représentée comme un petit ange, le réveille soudainement. Alors que le flashback se termine, une seule feuille voltige sur sa tête, et elle serre les dents dans une fureur silencieuse. De retour au présent, Lilith agrippe la cape d'Edryon, pensant à l'arbre-monde mourant et parlant sans cesse. Elle désespère de mourir d'épuisement à cause de ses exigences, jusqu'à ce que la voix inquiète d'Edryon la tire de ses pensées. Il lui offre un doux sourire, commençant à demander si porter les seaux d'eau est trop difficile pour elle. Touchée par sa gentillesse et son offre d'aide tacite, Lilith le regarde avec une légère rougeur. Un grondement sombre retentit, tandis que l'expression d'Edryon devient soudainement froide et menaçante, ses yeux brillant intensément. Avec un cliquetis, il dépose un plateau de thé, lui disant que cela devrait la réchauffer, et elle le remercie silencieusement. Lilith prend une gorgée apaisante de thé, se recomposant. Elle remarque qu'Edryon semble abattu, et son humeur silencieuse la met mal à l'aise. Elle pense à la façon dont elle s'attendait à ce qu'il aborde leur rencontre gênante à la caserne, mais il ne l'a pas fait. Un regard de tranquille détermination se pose sur son visage, alors qu'elle se prépare à parler. Edryon la regarde avec un sourire entendu, anticipant ce qu'elle est sur le point de dire. Jeffrey surgit dans la scène, se présentant joyeusement et offrant ses services pour tout travail lourd. Edryon intervient immédiatement, déclarant qu'il a justement besoin de quelqu'un pour exactement ce genre de travail. Lilith sourit d'un air suffisant à un Edryon surpris, affirmant qu'elle est plus forte que Jeffrey, ce qui lui vaut un plat « Tant mieux pour toi », en réponse. Le visage d'Edryon reste parfaitement impassible, tandis qu'il assimile sa vantardise inattendue. Lilith s'inquiète intérieurement qu'il trouve sa raison trop triviale et refuse de lui prêter son aide. Elle laisse échapper qu'elle a besoin de quelqu'un pour recueillir l'eau de pluie, laissant Edryon s'interroger sur sa demande étrange. Dans un flashback furieux, elle se souvient avoir étranglé l'arbre, criant que la plante capricieuse ne boirait que de l'eau de pluie. De retour au présent, elle affiche un sourire serein, se préparant à lui donner une explication beaucoup plus calme. Elle explique que l'eau de pluie a les niveaux de pH et la concentration ionique appropriée, ce qui la rend excellente pour la nutrition de l'arbre-monde. Avec un petit elle s'éclaircit la gorge et essaye de faire avancer la conversation. Edryon la regarde fixement, momentanément sans voix. Ses joues rougissent intensément en réponse à son explication passionnée. Submergé par l'embarras, il se couvre le visage de sa main. Il jette un coup d'œil à travers ses doigts avec un sourire timide, essayant de se calmer. Réalisant qu'il a peut-être mal compris, Lilith clarifie que la prochaine fois il devrait venir la voir pour de l'aide, pas Jeffrey. Sa franchise le fait rougir encore plus alors qu'il couvre sa bouche, clairement troublé et ému. Sa réaction intense la fait sursauter de surprise. Prenant une gorgée de son thé, elle pense à quel point Edryon est séduisant, tandis que son cœur bat fort. Tandis qu'Edryon sirote son propre thé, elle réfléchit qu'il n'est pas appelé l'idole de la haute société pour rien. Avec un coup de fouet mental, elle se gronde de se ressaisir, se rappelant qu'il est la cause potentielle de sa mort. Avec un léger tape, une main apparaît au coin alors que quelqu'un chuchote, demandant si une autre personne a vu ce qui venait de se passer. Une femme de chambre observe, tandis que les gardes murmurent, incrédules, ayant juste été témoins de leur commandant souriant timidement pour la première fois en 5 ans. Avec une curieuse inclinaison de tête, un jeune garde demande à Sir Jeffrey si c'est vraiment si inhabituel de voir le commandant sourire. Jeffrey clarifie que le surnom du commandant est le bâtard démon, du cercle le plus bas de l'enfer, ajoutant que sa véritable réputation est bien pire. De retour à l'intérieur, un Edryon joyeux a un sourire radieux sur son visage, alors qu'il demande à Lilith s'il peut l'aider avec autre chose. Jeffrey apparaît pour annoncer que Lilith va en ville demain et propose de porter ses sacs. Edryon suggère gentiment qu'il et Lilith aillent ensemble, à sa grande exaspération visible. Après le départ de Lilith, un Edryon furieux force Jeffrey à faire des pompes, grommelant pourquoi il a été ciblé. Une femme de chambre demande à Lilith si elle va vraiment en ville avec le duc Arshad, tandis que les deux créatures feuilles voltigent autour d'elle.
La femme de chambre remet en question le changement de plan, lui rappelant qu'elle allait demander à Jeffrey. Mais Lilith ne peut offrir qu'un sourire gêné. Avec une tape fatiguée de sa femme de chambre, Lilith explique que des choses se sont passées, l'air complètement épuisé tandis que sa femme de chambre exprime sa sympathie. La femme de chambre tient l'une des créatures feuilles, se demandant ce qu'est cette chose agaçante tandis qu'elle couine et se débat dans sa prise. Tandis que la femme de chambre spécule que cela pourrait être une fée ou un esprit, Lilith lui donne un curieux coup de doigt, rejetant l'idée comme non scientifique. Alors que la porte s'entr'ouvre en grinçant, Lilith demande à la femme de chambre de surveiller la créature, qui répond par un salut formel et un « Oui, madame ». La femme de chambre lui souhaite un bon voyage, et Lilith part avec un sourire heureux. Se sentant soudainement faible, Lilith est rattrapée par un Édrion inquiet, qui lui demande si elle va bien. L'éclat éblouissant de sa tenue de cérémonie est si vif qu'elle lui fait protéger ses yeux de douleur. Édrion, l'air impeccablement beau et toujours scintillant, sourit et dit qu'il est temps de partir, laissant Lilith momentanément stupéfaite. Avec un lourd claque, la porte d'un grand carrosse se ferme. Alors que le carrosse avance en cahotant, une ville animée et magnifique apparaît, suscitant un waouh impressionné. Lilith regarde par la fenêtre, émerveillée, demandant si c'est la ville. Elle se souvient avec tendresse d'avoir été bloquée à travailler dans le sud ces dernières années. La vue révèle des rues de ville charmantes et festives, sous un ciel bleu éclatant. Elle pense à quel point les personnages principaux de l'histoire ont travaillé dur, tandis qu'Édrion la regarde avec un doux « Hé !» Voyant à quel point la ville est paisible, elle songe à jeter un coup d'œil un peu plus. Les yeux d'Édrion frémissent, tandis qu'il la regarde avec un doux sourire. Il lui offre sa main pour l'aider, mais elle refuse poliment, disant qu'elle va bien. Un tintement aigu d'alarme retentit dans sa tête, alors qu'elle se rappelle que son seul travail est d'éviter le piège mortel qui se tient devant elle. En regardant Édrion, dangereusement étincelant, elle accepte silencieusement son plan. Édrion explique qu'il retourne à la caserne après ses affaires, sa forme chibi s'affaissant avec un triste affaissement, tandis que Lilith pense que c'est pour le mieux. Ils entrent dans une boutique, où un propriétaire enthousiaste commence à divaguer sur ses produits de haute qualité. Lilith demande impatiemment s'il a les articles sur sa liste, et il note que ce sont des outils spécialisés pour l'horticulture. Tandis que le propriétaire continue de divaguer, une Lilith fatiguée souhaite pouvoir mourir sur le champ. Soufflant fièrement, le commerçant propose avec condescendance d'écrire une autre liste pour l'aider avec son hobby d'arrangement floral. Après un rapide coup d'œil à Édrion, elle dit froidement à l'homme qu'elle ne cultive pas de fleurs et de juste lui donner ce qu'elle a demandé. Le propriétaire se moque de l'idée qu'une dame noble ne soit pas intéressée par les bouquets, tandis que Lilith serre les dents, et marmonne que les outils sont pour un arbre. Édrion écoute l'échange avec une expression froide et silencieuse. Avec un fort claquement, Édrion claque sa main sur le comptoir, ses yeux brillants menaçants alors qu'il demande au commerçant combien de temps il compte encore parler. Sur un ton glaçant, Édrion demande si le commerçant est toujours aussi bavard, l'avertissant que sa langue raccourcira sa durée de vie. Avec un gémissement nerveux, Lilith observe le commerçant terrifié, pensant qu'Édrion pourrait réellement le tuer. S'arrêtant net, elle lui attrape le bras, lui disant que ça suffit, et l'appelant « Ed ». Entendant son surnom, l'expression intense d'Édrion s'adoucit en surprise. Lilith le regarde avec une expression douce et apaisante. Elle lui offre un sourire rassurant. Édrion hoche la tête en silence en réponse, tandis que Lilith pense qu'il est préférable d'éviter des histoires. Le commerçant propose rapidement de les encaisser, tandis qu'Édrion le fixe du regard, et Lilith pousse un soupir de soulagement pour ce sauvetage. Avec un lourd pas claquant, quelqu'un s'éloigne en colère. Tandis qu'il s'éloigne d'un pas discret, Lilith réalise qu'elle a peut-être célébré trop tôt. Elle jette un coup d'œil, remarquant qu'Édrion est de mauvaise humeur depuis qu'ils ont quitté la boutique. Alors qu'il avance péniblement, elle se dépêche pour le suivre. Elle interpelle Duc Arkshad, le faisant s'arrêter brusquement. Il se retourne pour demander pourquoi elle est revenue à son titre formel, la laissant confuse par la question. Perplexe, elle essaye de se souvenir de ce qu'elle a dit au magasin. Son œil commence à tressauter, tandis qu'il admet que son comportement le rend fou. D'une prise ferme, il prend son sac de course tandis qu'elle pense « Oh non !» Dans un flashback, elle se souvient l'avoir appelé Ed et craint maintenant qu'il ne soit en colère, qu'elle ait utilisé un surnom sans permission. Tandis que les feuilles bruissent, elle s'excuse de l'avoir appelé Ed, ce qui ne fait que le confondre davantage. Elle explique qu'elle ne pouvait pas risquer d'utiliser le nom du célèbre héros, alors que des ennemis obscurs rôdaient encore. En le regardant dans les yeux, elle lui dit qu'elle essayait juste de le protéger. Alors qu'elle propose d'arrêter,
Il l'interrompt en l'appelant doucement « Lily ». Sursautée, elle lève les yeux vers lui, se demandant s'il vient d'utiliser son surnom. Il la regarde tendrement, tandis qu'elle serre nerveusement son manteau. Sa main se dirige vers la sienne, la faisant trembler. Son cœur bat la chamade Badoum, tandis qu'il rougit et répète son nom. Juste au moment où il commence à avouer ses sentiments, un ours féroce aux yeux rouges brillants apparaît d'un coup, demandant qui il aime. Un homme plane au-dessus du couple stupéfait. Un homme aux cheveux roux rosâtres et aux tatouages apparaît avec l'ours, demandant ce qu'ils font tandis que Lilith panique silencieusement. Maintenant au restaurant, Lilith n'arrive pas à croire qu'elle est tombée sur son frère, qui est déjà en train de regarder le menu. Son frère aîné, Bear la Noëlla, commande avec décision une énorme portion du menu pour eux. Lilith observe son frère avec un regard d'exaspération silencieuse. Bear explique qu'il était occupé à s'entraîner avec quelqu'un nommé Jason et qu'il n'a pas mangé depuis des jours. Bear salue Edryon par une profonde révérence formelle, mais Edryon insiste sur le fait qu'il n'a pas besoin d'être si formel. Après qu'Edryon salue Lily, Bear se tourne vers elle et lui demande comment elle va. Avec un sursaut soudain, Lilith regarde furieusement vers la fenêtre. Un ours monstrueux aux yeux brillants bave contre la vitre, identifié comme l'animal de compagnie de Bear, Jason. Bear dit joyeusement qu'il se porte à merveille avec son adorable petit Jason, laissant Lilith remettre en question sa définition de petit. Un flashback chaotique révèle le passé turbulent de Bear, tandis que Lilith déplore que son frère n'ait pas changé du tout. Edryon fait remarquer qu'elle a l'air bien mieux qu'il y a quelques années. Bear demande si c'est la première fois qu'ils se rencontrent depuis qu'elle a quitté la maison pour étudier. Lilith détourne le regard, pensant à sa relation distante avec son frère. Elle se souvient avoir perdu contact avec lui à l'âge de 12 ans, mais insiste sur le fait qu'elle ne lui en veut pas. Un flashback révèle des domestiques qui bavardent, blâmant une jeune Lilith pour la mort de la duchesse car elle partage le même anniversaire. Une jeune Lilith triste se tient seule, entendant les mots cruels. Ses mains serrent le tissu de sa robe dans une douleur silencieuse. De retour au présent, elle affiche un visage courageux et dit à son frère qu'elle va plutôt bien. Un Bear ému avale sa nourriture d'une lourde gorgée. Edryon exprime son bonheur pour elle, tandis que Bear regrette qu'elle n'ait pas écrit pour qu'il puisse venir la chercher. Un homme aux cheveux roses et tatoués demande à Lilith si elle a un endroit où loger, ce à quoi elle répond qu'elle est avec le duc Arkshad à la caserne. En entendant cela, Edryon grimace de façon audible et s'éclaircit la gorge avec insistance, disant « aide » pour la corriger. Confuse par son interruption, Lilith lui demande de quoi il s'agissait, s'adressant toujours à lui formellement comme « duc ». Edryon lui donne un léger pincement à la manche pour attirer son attention. Il offre un léger sourire, tandis qu'une Lilith déconcertée essaye de comprendre son message silencieux. Avec un FWIP soudain et joyeux, Lilith se retourne et commence à présenter formellement le duc Arkshad. Edryon lui serre fermement la manche, lui rappelant avec insistance de l'appeler Ed. Lilith le regarde, troublée, se demandant s'il lui signale d'être plus discrète en public. Son expression devient sérieuse alors qu'il dit à Lilith qu'il doit lui demander quelque chose. La scène revient à Lilith et Edryon debout côte à côte, leurs expressions désormais sombres. Lilith explique qu'un problème avec les documents signifiait que leur fiançailles n'avait jamais été réellement rompue. L'homme aux cheveux roses, Jason, semble confus, disant que son père ne l'a jamais mentionné et pousse un gras frustré. Avec un crash soudain, un ours géant fait irruption dans la pièce, semant la panique parmi les spectateurs alors que quelqu'un crie le nom de Jason. Jason s'excuse rapidement et s'enfuit, promettant de demander à son père des informations sur les fiançailles plus tard. Un silence gênant, ponctué par le son d'un grillon, s'installe entre Lilith et Edryon. Alors qu'il se lève pour partir, Edryon s'excuse pour les frasques de son frère, mais Lilith l'arrête, lui demandant s'il ne savait vraiment rien des documents de fiançailles. Elle le regarde intensément, une lueur de doute dans les yeux alors qu'elle l'appelle doucement Ed. L'expression d'Edryon s'assombrit, alors qu'il avoue que son père, le duc Noëlla, savait tout. Il révèle que le duc Noëlla était parfaitement conscient que leur fiançailles n'avaient jamais été officiellement terminées, choquant Lilith. Edryon ajoute que son père connaît la vérité depuis très longtemps. Plus tard cette nuit-là, la scène se déplace vers les grands couloirs ombragés du domaine. Lilith marche seule, dans sa chemise de nuit, ses pas résonnant dans le couloir silencieux. Elle réfléchit qu'en fin de compte, la tromperie de son père n'est pas si surprenante. Elle se souvient que son père, Vincent la Noëlla, était le chef de la branche judiciaire de Soleria.
Elle se souvient de l'histoire originale qu'il a utilisé son pouvoir pour aider le tyran laser et a également aidé la résistance d'Edrion. De retour dans sa chambre, elle ouvre résolument un document avec un FWIP sec. Un sourire entendu se dessine sur son visage, alors qu'elle réalise que le duc Noëlla aurait certainement été au courant de la demande d'annulation manquante. Elle conclut que son père a une fois de plus choisi ce qu'il croyait être le mieux pour les intérêts de la famille. Elle médite qu'il était plus avantageux pour lui de la vendre, pour forger un lien avec la maison Arkshad. Elle lit un document officiel promettant qu'Aitana Arkshad la Soleria exaucera un souhait à Lilith la Noëlla. Avec une détermination nouvelle, Lilith réalise qu'elle doit désormais interférer activement avec les plans de son père. Elle décide que cette fois, ce sera elle qui rompra officiellement ses fiançailles avec Edrion. Un moment de doute la frappe alors qu'elle se demande comment faire fleurir l'arbre-monde, alors que même le mana ne fonctionne pas. Elle secoue rapidement la tête, se forçant à chasser les pensées négatives et à se concentrer. Ses pensées sont interrompues par un léger son provenant de juste devant sa porte. Elle se demande si quelqu'un est arrivé alors que la porte s'ouvre avec un doux grincement. Un homme aux cheveux argentés et aux yeux dorés sourit chaleureusement, tenant un magnifique bouquet de fleurs jaunes. Il présente délicatement le grand bouquet lumineux à une Lilith surprise. Debout dans l'embrasure de sa porte, Lilith demande à l'homme ce qui l'amène dans sa chambre à une heure si tardive. Le cœur de l'homme palpite d'un nerveux « badoum, badoum », tandis qu'il sent une rougeur monter à son cou. Se penchant de manière conspiratrice, il lui demande si elle le surveille, ce qu'une Lilith déconcertée nie. Il remarque qu'il ne cesse de la croiser et s'excuse s'il lui a donné une mauvaise impression. Lilith tient le magnifique bouquet, baigné d'une chaude lueur florale. Elle demande à quoi servent les fleurs, et il explique qu'il était inquiet après l'avoir vu l'air abattu plus tôt. Il sourit doucement, insistant humblement sur le fait que le geste n'a rien de spécial. Lilith le regarde, momentanément abasourdie par son cadeau attentionné et inattendu. Elle regarde les fleurs jaunes vibrantes, les serrant contre un fond d'étoiles scintillantes. Edrion offre à Lilith un sourire chaleureux et silencieux, tandis qu'elle tient un bouquet de fleurs jaunes. D'un rapide FWIP, il lui prend une carte dorée, son expression changeant en une de surprise. Lilith le regarde avec des yeux écarquillés et incertains, serrant le bouquet et sa propre copie de l'invitation. Une narration explique que le premier événement majeur du second acte de l'histoire, Florian, est sur le point de commencer. Florian se révèle être une grande fête printanière organisée par l'impératrice de Soleria, la deuxième en importance après la fête des moissons. Lilith lit l'invitation, réalisant que la fête de cette année sera organisée par Aitana, le personnage féminin principal du roman. Elle se souvient qu'Aitana était à l'origine une impératrice parfaite, la silhouette de la femme rousse apparaissant. Cependant, un incident lors du premier Florian qu'elle a organisé a tragiquement terni sa réputation. De retour au présent, Edrion mentionne avoir entendu dire qu'elle n'aimait pas les foules, et lui propose un moyen de ne pas y assister. D'un chèque ferme de la tête, elle insiste joyeusement pour y aller, notant que l'impératrice elle-même l'a invitée. Elle ajoute que, comme elle vient de rentrer dans la capitale, elle ne connaît pas beaucoup de gentilshommes, laissant entendre qu'elle a besoin d'un partenaire. Sa demande implicite fait rougir Edrion d'une joie surprise. Fou de joie, il exprime son soulagement tandis que Lilith lui sourit en retour. Alors qu'ils se séparent, Edrion dit à Lilith de se reposer, et elle lui souhaite bonne chance en retour. Seule, Lilith se souvient qu'Edrion a l'autorité d'agir indépendamment, sans avoir besoin de permission. Avec un sourire confiant, elle pense que s'ils y assistent ensemble, gérer la situation sera beaucoup plus facile. La scène se déplace vers une figure sombre et encapuchonnée surplombant une vaste ville fortifiée la nuit. Un gros plan révèle que la figure mystérieuse a des cheveux noirs et des yeux rouges menaçants. D'un doux pas, un autre subordonné encapuchonné s'agenouille devant lui, l'appelant « chef ». Le chef demande une mise à jour de l'état de leur plan, et son subordonné confirme que tout se déroule sans accroc. D'un FWIP sec, le chef tourne son attention vers la ville. En tendant la main, il se souvient comment Conrad a nommé son peuple les Ombres et les a condamnés à une vie de persécution. Ses pensées se tournent vers Arkshad, qui a trahi la Sainte Alliance, ses yeux brillants de haine. D'un mouvement dramatique de sa cape, il déclare qu'il est maintenant temps pour eux de passer à l'action. Une texture sombre et floue marque une transition dans la scène. La scène change pour un jour lumineux et ensoleillé, avec le son d'un chop résonnant à travers les arbres. Lilith, maintenant dans une robe simple, gémit d'un URGH,
en se plaignant du travail acharné d'être la gardienne de l'arbre-monde depuis la semaine dernière. Avec un grand splash, elle s'asperge d'eau, poussant un cri de rafraîchissement. Elle s'effondre au sol, se lamentant qu'elle doit finaliser son annulation pour enfin pouvoir retourner au sud. Alors qu'une voix lui demande pourquoi elle traîne, Lilith sourit en elle-même, pensant qu'elle a d'abord quelque chose à faire. Elle explique qu'elle a reçu une demande de l'impératrice pour inspecter les fleurs destinées aux décorations de la salle de bal. L'arbre demande pourquoi une horticultrice fait le travail d'une fleuriste, et Lilith admet qu'il a raison. Elle médite que d'être convoquée par l'impératrice est un grand honneur, et probablement un moyen d'aider à restaurer sa réputation. D'un rapide swish, elle se tourne pour partir, informant l'arbre de ses plans. La voix de l'arbre la fait s'arrêter, lui demandant combien de temps elle compte le laisser seul cette fois. Elle promet de revenir demain, mais la voix de l'arbre la traite immédiatement de menteuse. D'un pouf, l'une des créatures feuilles apparaît, demandant si on lui a menti toute sa vie. La petite créature pousse un « pip » aigu et emphatique. Tandis que la créature saute vers elle en criant « pipi », Lilith réalise que c'est la boule de feuilles de tout à l'heure. D'un doux pop, elle attrape délicatement la petite créature dans ses mains. L'arbre demande s'il est d'accord de lui confier la garde de l'enfant, expliquant que la créature veut son parent, à la grande confusion de Lilith. Tandis que les feuilles dans ses cheveux bougent, l'arbre clarifie que cela signifie le parent de la boule de feuilles, laissant Lilith perplexe quant à la raison pour laquelle il pense qu'elle est la mère. L'arbre souligne que la créature a les mêmes feuilles dorées qu'elle, mais elle proteste qu'elle est un arbre spécial qui ne peut pas se reproduire. Avec un dramatique daim, elle se tient devant l'immense arbre-monde, déclarant qu'elle est la seule de son espèce. Elle regarde avec incrédulité, réalisant avec un sursaut que l'arbre-monde doit être stérile. Ses yeux s'écarquillent d'une horreur naissante, tandis qu'elle jette un coup d'œil à la boule de feuilles, paniquant à l'idée d'être sa mère à son âge. Contemplant quoi faire sans sa femme de chambre Genia, elle fixe la petite créature, qui la regarde simplement en retour. L'arbre-monde semble remettre en question sa délibération silencieuse, demandant quoi. Avec un éclat malicieux dans les yeux, Lilith lève les yeux avec une idée soudaine et brillante. L'arbre-monde halète sous le choc, criant d'incrédulité. « Tu veux que je fasse du babysitting ?» La scène s'ouvre sur un grand palais en dôme, sous un ciel bleu éclatant, préparant le terrain pour la fête. À l'intérieur, l'impératrice rousse Aitana exige avec colère de savoir pourquoi un large chemin n'a pas été créé comme elle l'avait expressément demandé. Un homme en uniforme blanc observe avec un sourire narquois, pensant qu'elle est plus impitoyable que d'habitude, et espérant que sa rage n'est pas dirigée contre Lady Lilith. Avec un dadadage frénétique, quelqu'un dévale un long couloir orné. Lilith court en panique, relevant sa robe et craignant d'être en retard. Dans un rapide flashback, une Lilith frustrée est retenue par une branche d'arbre, se plaignant que l'autoritaire arbre-monde l'a forcée à travailler en échange de la garde de la boule de feuilles. Avec un fort grincement, Lilith ouvre une grande porte, entrant dans la pièce où Aitana l'attend. Avec une profonde révérence, Lilith se présente formellement et salue l'impératrice. L'homme en uniforme blanc observe avec inquiétude, pensant que cette situation n'est pas bonne. L'expression d'Aitana s'adoucit instantanément en un sourire radieux tandis qu'elle accueille chaleureusement Lilith. L'homme en uniforme blanc est stupéfait par son changement d'attitude, réalisant avec un tard qu'elles doivent vraiment être sœurs. La scène parcourt le hall somptueusement décoré, rempli d'arcs élégants et de magnifiques arrangements floraux. Lilith contemple avec émerveillement les décorations, remarquant qu'il s'agit toutes de fleurs rares difficiles à trouver dans l'Empire. Aitana confirme qu'elle savait que Lilith le remarquerait, expliquant qu'elle les avait importées du continent sud pour créer une ambiance exotique. Avec un sourire entendu, Aitana poursuit « Aussi !» Une lumière vive et dorée illumine la pièce, se concentrant sur les fleurs jaunes. Aitana désigne les fleurs jaunes vibrantes, regardant Lilith d'un air significatif. Les yeux de Lilith sont attirés par les fleurs spécifiques, alors qu'elle demande à l'impératrice leur nom. Aitana révèle qu'elles s'appellent des framinas et qu'elles seront la décoration principale de la fête. Un éclair de compréhension traverse le visage de Lilith, alors qu'elle pense « Je l'ai trouvé ». Aitana remarque son expression et lui demande ce qui ne va pas. Avec une autre profonde révérence, Lilith s'excuse auprès de sa majesté. Lilith lève les yeux avec une détermination farouche, déclarant sa conviction que toutes les framinas doivent être retirées immédiatement. Son esprit revint au premier printemps après qu'Aitana soit devenue impératrice, se souvenant comment la fête florianienne avait commencé avec succès.
Le souvenir s'assombrit alors que les invités serrent soudainement leur gorge, se sentant étourdis et incapables de respirer. Un invité s'effondre d'un coup, alors que la narration révèle que seuls les nobles du duché de Carivaldo ont été affectés. Lilith se souvient comment cet étrange incident a conduit à ce qu'Aitana soit soupçonnée d'être la coupable. Elle se souvient de la vraie histoire. Les ombres avaient soudoyé un marchand pour qu'il apporte les fleurs mortelles, et l'impératrice était tombée sans le savoir dans leur piège. De retour dans le présent, les spectateurs murmurent avec incrédulité face à la demande de Lilith de retirer les décorations juste avant la fête. Aitana lance un regard noir, demandant de quoi Lilith parle et pourquoi elle veut se débarrasser de toutes les Framinas. Sachant qu'elle ne peut pas révéler l'histoire originale, Lilith opte pour une approche différente et avertit que les Framinas peuvent être utilisées comme poison. Un domestique fait signe à un autre homme en arrière-plan, lui disant d'avancer. Avec une précipitation, un marchand moustachu s'avance avec un bouquet de Framinas, assurant à l'impératrice qu'elles ne sont pas vénéneuses. Il affirme que ces fleurs sont même consommées lors de festivals du Sud, et suggère que Lady Lilith les a confondues avec autre chose. Lilith tient bon, insistant froidement que les Framinas peuvent effectivement être utilisées comme poison. Le marchand explose de colère, qualifiant son affirmation de farfelue et l'accusant de diffamer un marchand innocent. Il se tient défiant devant Lilith et l'impératrice. Le marchand fusille Lilith du regard, son visage tordu en une grimace tendue et colérique. Pour prouver son point, il fait une saisie dramatique et fourre une poignée de fleurs dans sa propre bouche. Il mâche les pétales avec un mâchonnement défiant. Après une grosse gorgée, il déclare d'un coup qu'il ne les aurait pas mangées si elles étaient vraiment vénéneuses. Avec un éclat dans les yeux, Lilith déclare calmement que les habitants du duché de Carivaldo utilisent des fleurs appelées Aurélias lors de leurs cérémonies religieuses. Elle fixe le regard devant elle avec des yeux bleus intenses et inébranlables. Lilith explique que les habitants de Carivaldo croient que les Aurélias sont sacrées, les portent et les appliquent même sur leur corps, ce qui pique la curiosité d'Aitana. Une description apparaît sur une image de fleurs blanches, identifiant les Aurélias comme des plantes non toxiques du continent nordique. Lilith se tient avec assurance, son explication n'étant pas encore terminée. Le récit révèle la terrible vérité. Lorsque les Framinas jaunes et les Aurélias blanches se mélangent, elles deviennent hautement vénéneuses. Le visage du marchand pâlit de panique, alors qu'il crie désespérément que c'est un mensonge. Lilith poursuit, expliquant que le mélange peut provoquer la paralysie ou la mort et serait particulièrement mortel pour la duchesse de Carivaldo, piégeant Aitana pour sabotage. Acculé et furieux, le marchand pointe un doigt accusateur vers Lilith. D'un vif FWIP, Lilith présente une petite fiole et demande froidement au marchand s'il est sûr de ses allégations. Elle se souvient de la figure encapuchonnée, Raven, qui a causé sa mort dans l'histoire originale, jurant de ne pas laisser cet homme lié s'échapper. Elle le regarde avec une détermination sinistre, lui tendant la fiole et lui disant d'en avaler le contenu. Alors que le marchand sourit nerveusement, Lilith révèle calmement que la fiole contient des Aurélias en poudre. D'un léger pop, elle débouche la fiole, expliquant que c'était un porte-bonheur d'une camarade d'académie de Carivaldo. D'un délicat non, elle consomme elle-même une partie de la poudre, remarquant qu'elle n'aurait jamais cru l'utiliser ainsi. Elle constate que la poudre est complètement insipide. Une lueur de confiance apparaît dans les yeux de Lilith, alors que son plan se déroule. Elle offre la fiole au marchand maintenant paniqué, réitérant que les Aurélias seules sont inoffensives. Le marchand la fixe avec horreur, alors qu'elle lui dit d'en avaler. Il panique intérieurement, réalisant qu'avaler la poudre le tuera, mais refuser prouvera qu'il connaissait le poison. Une sombre vision de l'impératrice lui traverse l'esprit, alors qu'il réalise que refuser exposerait tout son complot. Avec un ouge désespéré, le marchand se jette sur elle avec un poignard, criant qu'il entraînera Lilith avec lui. Les yeux de Lilith s'écarquillent de terreur pure alors qu'il l'attrape. Une main puissante claque, arrêtant l'attaque du marchand juste à temps, tandis qu'Edrion intervient. D'un swish furieux, Edrion se retourne, criant le nom de Lilith avec alarme. Alors qu'Edrion le plaque au sol, le marchand crie « Argue !» et se débat, exigeant d'être libéré tandis qu'il se contorsionne. Lilith serre sa poitrine tandis que son cœur bat fort dans ses oreilles, s'avouant à elle-même à quel point elle était terrifiée. Alors qu'un garde crie « Commandant !» Edrion maintient le marchand vaincu au sol. Edrion ordonne avec fureur à ses hommes d'emmener le marchand et de l'interroger pour savoir pour qui il travaille. Le marchand est traîné par 2 gardes, hurlant qu'il ne sait rien. Edrion se tourne vers Lilith avec une profonde inquiétude, lui prenant délicatement les mains et lui disant qu'elle va bien.
Ses yeux s'écarquillent soudainement avec un halètement choqué. D'un rapide geste, Édrion la tire contre lui disant frénétiquement de partir parce qu'elle a mangé la poudre d'Aurelias. Lilith le regarde, réalisant qu'il a dû entendre toute la conversation. Elle rassure un Édrion stupéfait en lui disant que tout va bien, car la poudre qu'elle a consommée était fausse. Souriant doucement, elle explique qu'elle ne voulait pas risquer de nuire à une personne innocente. Lilith rayonne de satisfaction, disant à Édrion que son plan a fonctionné, le laissant prononcer doucement son nom. Un gros plan révèle une légère rougeur se propageant sur le visage d'Édrion. Il la regarde, submergé par l'émotion. Lilith semble surprise par sa réaction, pensant que son plan était simple et que n'importe qui aurait pu le concevoir. Édrion lui tient fermement la main, insistant sur le fait qu'elle était la seule personne à pouvoir résoudre la crise. Ses éloges intenses la font rougir, et elle admet se sentir un peu gênée. Elle jette timidement un coup d'œil à son expression sérieuse. Lilith pense avec soulagement que maintenant l'impératrice et les invités de Carivaldo seront en sécurité. Marchant sur un chemin du destin, elle ressent un sentiment d'accomplissement, réalisant qu'elle commence enfin à changer son destin. Avec un ouf de soulagement, elle serre sa poitrine, se demandant si elle se sent faible parce qu'elle était si nerveuse. Sa vision se brouille alors qu'elle se demande si le choc était trop fort pour son corps. Elle commence à tituber, se demandant pourquoi elle se sent si faible, tandis qu'Édrion la regarde avec alarme. Sa main tombe mollement alors que sa conscience s'estompe. Édrion crie son nom, la rattrapant juste au moment où elle s'effondre. Dans l'obscurité de son esprit, elle entend le léger et familier piaillement de la boule de feuille. Avec un sursaut soudain, elle est réveillée en sursaut par le pipe fort et insistant de la boule de feuille juste devant son visage. Se réveillant au lit, elle se demande comment la boule de feuille est arrivée là, tandis qu'elle sautille joyeusement vers elle. D'une douce poussée, Édrion s'avance et la repousse sur ses oreillers. Il vérifie sa température et lui demande comment elle se sent, tandis que Lilith le rassure en disant qu'elle va bien. Lilith déglutit nerveusement, espérant désespérément qu'il ne découvre pas son secret. Édrion la regarde avec une expression sombre et impénétrable. Debout à côté de son lit, il s'excuse doucement auprès d'elle. Confuse, Lilith lève les yeux de son oreiller et demande pourquoi il s'excuse. Édrion baisse les yeux avec regret, s'excusant pour tout et souhaitant l'avoir mieux protégée en tant que son fiancé. De son lit, Lilith qualifie son excuse de ridicule et insiste sur le fait qu'elle va bien, tandis que la main d'Édrion se crispe dans un serrement silencieux de frustration. Édrion sourit, l'exhortant à se reposer, et elle le remercie formellement en tant que duc Arkshad. Avec un léger grincement, Édrion quitte la pièce, où une femme aux cheveux bruns en uniforme de femme de chambre l'attend. La femme aux cheveux bruns le regarde partir avec une expression pensive et sérieuse. La femme, interpellée par Dr Noëlla, demande si Lilith se sent bien. À quoi Lilith répond de son lit qu'elle va parfaitement bien. Le docteur Noëlla explique que la boule de feuille était si inquiète qu'elle ne l'a pas quittée, ce qui fait que Lilith regarde la créature gazouillante avec surprise. Le docteur Noëlla ajoute que le duc Arkshad s'est également fait un sang d'encre, confirmant à Lilith qu'il s'est précipité pour la voir dès son réveil. Tenant la boule de feuille, Lilith semble tiraillée, pensant qu'il est impossible qu'il se soit réellement inquiété pour elle. Sa mémoire lui rappelle leur passé, se souvenant que leur relation était un mariage de convenance sans amour. Avec un regard perçant, elle se demande pourquoi un homme comme lui s'inquiéterait réellement pour elle. Le docteur Noëlla révèle que l'impératrice a même envoyé le médecin du palais, laissant Lilith complètement choquée. Réfléchissant avec un pensif « Lilith doute que l'inquiétude de l'impératrice soit sincère et s'interroge sur ses véritables motivations. Une prise de conscience soudaine la frappe, alors qu'elle se demande si le médecin a été envoyé pour vérifier l'état de sa santé. Ses yeux se plissent alors qu'elle réalise que c'est une forte possibilité, étant donné l'importance qu'Aitana accorde à la famille Arkshad. Lilith s'imagine faire face à l'impératrice, sachant que si elle est jugée inapte à poursuivre la lignée Arkshad, Aitana acceptera volontiers sa demande d'annulation. Dans une autre pièce, un médecin à lunettes rapporte qu'à part le choc, Lady Lilith n'a aucun problème physique. Le médecin recommande du repos et propose de prescrire des médicaments pour calmer ses nerfs pendant qu'Édrion écoute. Avec un grincement, la porte s'ouvre, révélant Édrion debout, avec une expression froide et déterminée. Un fort claquement résonne alors qu'il ferme une porte, son visage tordu dans une grimace furieuse. Seul, Édrion se penche sur un bureau en proie à l'angoisse, pensant qu'il avait amené Lilith au palais, persuadé que c'était l'endroit le plus sûr pour elle. Son poing se serre,
alors qu'il se reproche non seulement de ne pas l'avoir protégée, mais aussi d'avoir failli la laisser se faire tuer. Submergé par la culpabilité, il se demande ce qu'il fait même quand un subordonné cicatrisé entre, s'adressant à lui comme « commandant ». Édrion se tourne avec un regard sombre et menaçant et demande si le marchand capturé a parlé. Après que le subordonné confirme le silence du marchand, Édrion déclare avec un geste vif qu'ils devront simplement le faire parler. Tandis que le subordonné part exécuter l'ordre, Édrion observe avec une froide résolution. Seul, Édrion fait le serment solennel d'éliminer chaque personne qui représente une menace pour Lilith.